Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Franck Boëly, bonjour, vous êtes le président du Conseil national du cuir. Absolument. Bienvenue. Arnaud Barboteau, bonjour, le fondateur d'OTA Paris. Ce Conseil national du cuir, fédération, combien de fédérations d'entreprises représentées ? Alors en fait, c'est une confédération, c'est-à-dire que nous regroupons 21 fédérations et donc c'est une représentation très large puisque ça va de l'élevage jusqu'à la distribution des produits finis en passant par le cœur du réacteur, c'est-à-dire le secteur industriel. Donc, collecte dépôt, tannerie, mégisserie, maroquinerie, chaussures, ganterie et un certain nombre de métiers artisanaux. Ouais, si on donne quelques chiffres sur la filière cuir, 100 métiers, 12 800 entreprises, plus de 133 000 salariés. On reviendra on peut parler du chiffre d'affaires aussi. Oui, oui, il est important. Voilà, 25 milliards de chiffre d'affaires et ce qui est très important, plus de 13 milliards à l'export. Oui, alors c'est une vraie question ça, parce que plus de 13 milliards à l'export, est-ce qu'à l'inverse, quand on importe, ça complique les engagements RSE, parce qu'on est là pour parler des engagements RSE, de ce livre blanc RSE de la filière. La traçabilité, le contrôle, c'est forcément plus compliqué sur les produits qu'on importe. Je vois que vous mettez immédiatement le doigt sur les sujets importants. Oui. Effectivement, l'importation ne nous permet pas de contrôler ni les modes d'approvisionnement de nos fournisseurs, ni leur mode de fabrication. En revanche, l'Europe s'est dotée de moyens de contrôle extrêmement importants. Et donc, tout le territoire européen et l'ensemble des consommateurs sont protégés par cette réglementation. Donc, que ce soit produit sur notre territoire, donc là, on est sûr qu'on est engagé avec des démarches RSE, ou que ce soit produit à l'extérieur, de toute façon, sur le territoire européen, ne rentrent que des produits qui, normalement, satisfont aux règles européennes. Donc, c'est quand même une garantie importante. Arnaud Barboteau, OTA, déjà, ça veut dire quoi, OTA ? OTA, c'est pour On the Asphalt. D'accord. Parce que mon principe, sur mes chaussures, c'est de recycler. Le principe de base, c'est de recycler des vieux pneus de voiture pour les transformer en semelles de chaussures. Ok, d'accord. Donc c'était peut-être le pneu de ma voiture il y a quelques années. Potentiellement, oui, effectivement. Et ça me permet de recycler l'équivalent d'un pneu toutes les 3 paires produites. Ouais. Et en plus de proposer du recyclage, il y a un vrai bénéfice client parce que, étant donné que c'est une semelle en pneu, on se retrouve avec une semelle qui est beaucoup plus résistante à l'usure, à l'abrasion, et un produit qui est plus résistant dans le temps. Et vous utilisez aussi du cuir. Quel type de cuir ? Alors, je suis sur du cuir parce que là, je parlais justement de la résistance à l'abrasion de la semelle. L'objectif d'OTA, c'est de proposer des produits qui vont durer dans le temps, qui vont être très résistants dans le temps. Et c'est pour ça que je me suis basé sur le cuir principalement. Je suis sur une production 100% Europe, avec des cuirs qui viennent d'Italie principalement, et qui ont toutes les certifications Gold, les Air Working Group, qui ont évidemment la réglementation REACH en Europe. Mon objectif, c'est vraiment de proposer un produit qui va durer dans le temps, qui va être très résistant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que le cuir pour la résistance dans le temps. Vous publiez au Conseil national du cuir ce livre blanc RSE de la filière. Pour quel objectif ? Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec ce livre ? Alors, nous avons au moins 2 objectifs. D'une part, de montrer au grand public la démarche RSE de la filière qui est profonde et ancienne. Et d'autre part, donner aussi des clés à nos industriels parce que la démarche RSE, c'est pas forcément quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Et donc, on leur donne quelques outils, quelques exemples pour leur montrer qu'en fait, ils sont un peu comme M. Jourdain, ils font déjà de la RSE sans le savoir, ne serait-ce qu'en appliquant la réglementation. Ouais. Vous parlez de cuir bashing. Pourquoi ? À qui vous pensez quand vous employez cette expression ? Alors en fait, c'est vrai que bien que nous soyons, je crois, très vertueux dans nos procédés, il ne faut pas oublier quand même que la filière cuir, c'est la plus ancienne activité de recyclage au monde. Parce que déjà, dans la préhistoire, quand les hommes avaient abattu les animaux pour se nourrir, eh bien, ils utilisaient la peau ensuite pour faire des chaussures, pour se vêtir. Voilà. Donc cette activité de recyclage, elle est très ancienne et elle est toujours aussi présente aujourd'hui. Et donc nous sommes relativement étonnés d'être la cible à la fois d'un certain nombre d'ONG qui ont un parti pris, on va dire, c'est d'être contre le cuir et donc qui
véhicule un certain nombre d'informations qui sont tout à fait inexactes. Et je dirais la plus emblématique d'entre elles, c'est par exemple de dire que dans le monde, 1 milliard d'animaux sont abattus pour leur peau. Donc ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est faux, absolument. Il n'y a faux. aucun animal qui est élevé uniquement pour sa peau. C'est ce que vous nous dites. C'est d'abord une filière alimentaire. C'est une filière alimentaire. Et de toute façon, le business model ne tient pas puisque la valeur de la peau, c'est environ 5% de la valeur d'un animal. Donc, qui va élever un animal pour 5% de sa valeur Bon, je veux dire, on a déjà répondu à la question. Ouais. Donc ça, c'est je veux dire, les premières démarches contre le cuir. Et la deuxième, ce sont les fabricants de matières dites alternatives qui fondent le marketing de leurs produits sur l'attaque du cuir en disant on est beaucoup plus vertueux, regardez, nous, on fabrique avec des matières d'origine végétale et donc le cuir c'est mal et nous c'est bien. Donc voilà, cet argumentaire un peu binaire ne résiste pas non plus à l'analyse parce qu'on se rend compte que la plupart de ces matières contiennent une proportion très élevée de matières synthétiques issues de la pétrochimie. Et donc nous sommes absolument persuadés que notre modèle est beaucoup plus vertueux. Arnaud Barboteau, est-ce que vous utilisez aussi du cuir recyclé et si oui, c'est quoi le cuir recyclé? Alors oui, j'utilise du cuir recyclé qui est fabriqué à base de chutes de gants de jardin. Okay. Qui, en fait, quand toutes les découpes sont faites dans les pots de cuir, le cuir et les chutes de cuir sont retravaillées de manière à en refaire du cuir. Et pour rebondir sur ce que disait M. Bouilly sur les alternatives véganes, justement, où je suis totalement d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'utilise pas ça non plus, parce que c'est fait en majorité en polyuréthane, donc c'est du plastique vierge. Et d'autant plus qu'il y a une étude allemande d'un laboratoire indépendant allemand qui a montré en fait que ces produits étaient beaucoup moins résistants dans le temps que du cuir, qui cassait beaucoup plus rapidement, et que moi, mon objectif, c'est pas de proposer un produit qui va casser au bout de 3 mois. Oui, c'est sur la durée, sur le cycle de vie du produit. La durée de vie, exactement. Mais est-ce que ces comparatifs, ils ont été faits par des organismes indépendants? Parce que moi, j'entends sur ce plateau, je reçois aussi des marques qui se positionnent effectivement comme vegan, des alternatives au cuir. Donc j'entends les deux arguments. Est-ce qu'il y a des comparatifs indépendants qui ont été faits? C'est ce que je veux dire. Bien sûr, et quand vous recevez ces marques, vous pouvez leur conseiller justement d'aller se faire contrôler par des organismes indépendants. Maintenant, on a la preuve scientifique, parce que les analyses ont été faites. Donc déjà, la résistance des matériaux, comme vient de le dire Arnaud, sont absolument pas comparables. Et d'autre part, l'impact environnemental, étant donné qu'ils sont à base de produits fossiles, évidemment qu'il est beaucoup plus élevé. Et je dirais que l'expression la pire dans ce délire marketing, si je puis dire, c'est cuir vegan. Parce que c'est un oxymore, cuir vegan. C'est-à-dire que ce qui est cuir est d'origine animale. Il y a un décret en France qui le prouve. Et vegan, c'est ce qui proscrit tout ce qui vient de l'animal. Donc on dit les deux choses contradictoires en même temps. Ce qui veut bien dire qu'en fait, on utilise ce terme pour masquer le terme qu'on avait avant et dire voilà, on a des matériaux synthétiques. Ça, au moins, c'est clair. Le consommateur le comprend. Et d'ailleurs, l'essentiel de notre démarche, c'est d'informer le consommateur. On n'a absolument rien contre les matières alternatives et que chacun trouve son marché et c'est parfait. Il faut juste que le consommateur sache exactement ce qu'il achète. C'est ça qui est essentiel. Arnaud Barboteau, vous avez une démarche d'innovation quand vous lancez votre marque. Est-ce que les filières existent? Est-ce que il a fallu batailler pour finalement créer les sneakers dont vous rêviez? Alors oui, sur la semelle, évidemment, sur la semelle, ça a été très compliqué. Il y a eu plus de 2 ans de développement, de recherche et de développement, et je suis toujours en train d'améliorer les process, etc. Et après, pour tout ce qui est matériaux, justement, dont on parlait, c'est non-stop. Moi, je rencontre tous ces fournisseurs-là tous les 6 mois, les alternatives au cuir. Je refais des tests en laboratoire, même moi, de manière indépendante, et je mets tous mes résultats de manière très transparente sur mon site web pour montrer justement les différences de résultats. Et donc, il y a énormément de recherches qui sont faites comme ça. Et après, c'est juste un choix stratégique
pour savoir sur quel positionnement on se base pour dire l'objectif c'est vraiment de proposer un produit qui dure dans le temps, donc c'est un produit qui sera en cuir. Si on parle de réduction de l'impact, puisqu'il y a ce livre blanc RSE, est-ce que par exemple dans les matériaux, alors moi je suis béotien, donc peut-être que ma question, est-ce que dans les matériaux qui sont utilisés pour traiter le cuir, est-ce qu'on peut réduire, je ne sais pas, la part de produits chimiques, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a un travail là-dessus. Je vois très bien. Alors d'abord, il y a une réglementation européenne, Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, moi aussi, qui est extrêmement contraignante. L'Europe est le continent qui protège le mieux ses consommateurs par justement ces réglementations. Donc, et ces réglementations, elles ne cessent de peser de plus en plus lourdement sur les fabricants pour réduire justement la part des produits chimiques. Mais il y a une initiative volontaire de l'ensemble des acteurs de notre secteur, parce qu'évidemment, utiliser des matières, c'est un coût. Et donc, plus on réduit ces matières, plus on réduit la consommation d'eau, et évidemment, moins les coûts de production sont élevés. Donc, il y a une conjonction d'objectifs, produire au moindre coût et en même temps être le plus respectueux possible de l'environnement. Il y a un affichage environnemental qui est en train de se mettre en place au niveau français, européen. J'imagine que pour une jeune marque comme vous, je vois votre tête, ça doit être un peu un casse-tête, c'est ça? C'est compliqué? Oui, c'est un petit peu compliqué. Il y a énormément de choses qui sont mises en place par des petites startups, des boîtes, etc. C'est vrai que là, pour être tout à fait honnête, moi j'attends qu'il y ait la réglementation qui soit vraiment européenne, sur laquelle on sache, on se base là-dessus, et que tout soit de la même chose, parce que plutôt que faire chacun dans son coin son petit affichage, donc là j'attends moi clairement d'avoir l'affichage, enfin les normes européennes par rapport à ça. Que vous devriez avoir dans combien de temps? En 30 secondes pour répondre à la question. Alors, il y a la loi GEC qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. La loi climat résilience, c'est pour dans un an ou deux. Mais l'Europe, effectivement, nous mitonne de nouvelles réglementations. Mais vous le savez, l'Europe, c'est très long. Donc, on n'est pas capable de donner l'échéance, mais c'est en cours. Bon, ok, merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. Une startup à l'honneur, comme tous les jours.